Bonjour à tous. L'accélération de la numérisation des démarches administratives impose de revoir nos politiques publiques pour que le numérique ne creuse encore davantage de fossés au sein de la société. L'inclusion numérique, ce sera donc notre grand sujet à la une aujourd'hui de Smartech. Et puis on s'intéressera à la matérialité de la donnée, comment répondre à cet enjeu de sobriété. Et enfin, notre chronique Où va le web fera écho au sujet du Tech Talk aujourd'hui, puisqu'on regardera du côté de Séoul, où l'on teste l'administration dans le métavers. Mais d'abord, pour commencer Smartech, aujourd'hui, vous le savez, 14 février, c'est la Saint-Valentin, on va s'intéresser à une application qui se mêle des jeux intimes. À la une de Smartech, aujourd'hui, on va parler d'inclusion numérique. Comment revoir nos politiques publiques face à un fossé qui se creuse de plus en plus. Cette fracture numérique, elle a encore été démontrée à l'occasion de la publication du baromètre numérique publié par Bercy, par le ministère de l'Économie et de la Souveraineté numérique. C'est le sujet qu'on va adresser en plateau avec Jean-Baptiste Mananti, responsable des relations avec les organisations territoriales pour le Conseil national du numérique. Vous allez discuter de ce sujet avec Garland Nison, qui est avec nous, mais à distance, chef de projet et formatrice, consultante en inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, sujet d'impact important sur la société, sujet de politique publique, mais je voulais qu'on démarre cette édition avec un petit clin d'œil plus léger à ce jour de Saint-Valentin. On va commencer par écouter ça. Bonjour. Je suis votre guide. Mon rôle est de vous accompagner dans ce moment intime. Je serai auprès de vous pour vous diriger dans un scénario qui vous permettra de partager une expérience unique. Et voilà une application qui vient s'immiscer par la voix dans les jeux intimes du couple. Bonjour Lucie Breteau. Bonjour. Vous êtes une fervente défenseuse de la libération de la parole autour de la sexualité. Vous dites même du mouvement sexe positif. Vous êtes passionnée aussi par l'audio et en mêlant ces deux centres d'intérêt, vous avez créé Melba pour aider les individus à vivre la sexualité de manière plus épanouie, plus heureuse. Est-ce qu'on a besoin d'une application pour ça, pour fêter sa Saint-Valentin ? Alors, il y a plein de manières d'essayer d'épanouir, c'est d'avoir une sexualité plus épanouie. En fait, nous, on est parti du constat qu'on commence à parler de plus en plus de sexualité autour de nous. Il y a eu notamment une énorme libération de la parole autour du plaisir féminin. Oui. Et pourtant, au sein du couple, dans l'intimité, il peut rester des difficultés à parler de ce sujet et à continuer à explorer à deux. Ça reste un petit peu tabou parce qu'on peut avoir peur du jugement de l'autre, etc. Il y a notamment 65% des femmes, par exemple, qui n'osent pas dire à leur partenaire quel geste érotique elles aiment, qu'est-ce qu'elles voudraient faire. Et le meilleur moment pour en parler, c'est au moment où ça se passe, selon vous ? Alors, il n'y a pas de bon moment pour en parler. Okay. L'important, c'est d'arriver justement à avoir une communication sur ce sujet, que ce soit avant les moments intimes, après, pendant le repas. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir parler de sexualité comme on parle de ses préférences culinaires. Ça me semblerait normal dans la construction de notre intime de continuer à parler de sexualité au quotidien. Expliquez-nous comment fonctionne l'application alors. Donc Melba, c'est un guide d'exploration sexuelle qui permet au couple de renforcer son intimité sexuelle et de continuer à explorer à deux. Concrètement, on propose des épisodes audio qui guident les couples avec une voix pendant les moments intimes. Donc vous choisissez un épisode en fonction de votre mood, de ce que vous avez envie d'essayer, d'explorer, que ce soit jouer à deux, explorer des fantasmes, ou tout simplement se reconnecter ou essayer de changer le rythme, par exemple. Vous suivez les instructions de préparation, vous lancez l'épisode sur votre téléphone ou une enceinte, et ensuite la voix va vous guider pendant une trentaine de minutes à travers un nouveau scénario. Donc c'est des scénarios qui sont écrits par des sexologues et par des scénaristes érotiques, pour être sûr non seulement qu'on respecte les sensibilités de chacun, mais qu'aussi on va vraiment réfléchir à faire des choses au couple qui vont avoir un impact positif sur leur sexualité. Et donc, dans quelle tendance ça s'inscrit ? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir la sexualité aujourd'hui. En fait, on s'inscrit... Parce que là, vous parlez du couple. Quel type de couple ? Est-ce que c'est réservé au couple ? Alors nous, on a décidé de s'adresser au couple parce que il n'y a pas beaucoup de solutions justement aujourd'hui dans la tendance de ce qu'on appelle le sexual wellness ou bien-être sexuel. On parle de sextech des fois pour parler des technologies liées à la sexualité. Ouais. Le mouvement global, c'est de se dire la sexualité, elle fait partie de notre recherche de bien-être.
comme a pu être le sujet de la pleine conscience ou de la santé mentale avec les applications de méditation il y a quelques années. Aujourd'hui, ça nous semble naturel d'utiliser des applications pour ce genre de sujet, ou comme des applis pour être coaché, pour faire du sport ou pour de la nutrition encore avant. L'idée, c'est de dire que la sexualité, elle a un impact important sur ma santé physique, relationnelle, mentale, et donc je dois en prendre soin. Et au sein du couple, il n'y a pas encore grand-chose qui existe. Il y a beaucoup de choses qui existent pour s'éduquer tout seul, pour accéder plus facilement à son plaisir. Mais dans l'expérimentation à deux, on trouvait qu'il y avait vraiment un gap ici. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Melba, c'est de venir faire briser la glace au sein du couple sur ce sujet. Vous parlez de la santé, mais vous avez travaillé pour Withings. Oui, j'ai travaillé vous étiez, plusieurs années chez Withings. À la direction marketing. Oui, tout à fait. Donc Withings, c'est le spécialiste de la santé connectée. Pour vous, donc, la sexualité au sein du couple, c'est une question de santé? Vous faites le lien? Je pense que c'est une question de santé et de bien-être de manière plus générale. Et moi, ce que j'ai constaté avec Withings, c'est le pouvoir justement des solutions digitales et notamment des applications pour amener les individus à prendre soin de leur bien-être au quotidien. Et je pense que la sexualité, aujourd'hui, ça devient un sujet sur lequel ça devient aussi important que prendre soin de son sommeil, par exemple, par ailleurs. C'est la première Saint-Valentin de l'application, parce que l'application est toute jeune encore. Oui. C'est un moment important pour vous, donc, aujourd'hui, puisque la Saint-Valentin, en général, ça se célèbre entre couples. Oui, exactement. Alors, nous, on essaye de faire en sorte que ce soit tous les jours la Saint-Valentin. Donc, c'est vrai qu'il se passe énormément de choses autour de ce sujet. Nous, ce qu'on essaye on essaye d'inviter les individus à justement avoir cet état d'esprit un peu joueur. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est de ne pas non plus avoir une approche trop sérieuse. Même si c'est fait avec des scientifiques, avec des sexologues, avec des experts du plaisir sur le sujet. L'idée, c'est vraiment d'amener les individus à se mettre dans un état d'esprit de je veux jouer simplement de manière bienveillante et ça va m'amener vers de nouveaux territoires et vers l'envie de communiquer un peu plus avec. Et donc il n'y a pas un scénario spécifique pour le 14 février? Alors on a proposé effectivement 3 scénarios différents pour la Saint-Valentin en fonction de ses envies, de son mood. On va avoir un scénario beaucoup plus autour de la reconnexion qui va nous aider à vraiment redécouvrir le corps de l'autre très lentement. On a des choses beaucoup plus proches de ce qu'on peut appeler le slow sex, par exemple, qui est une version occidentalisée du Je connaissais plus le slow web jusqu'ici. Voilà. Alors, il y a le slow sex, c'est vraiment l'idée d'être en pleine conscience pendant les moments intimes. On va avoir un épisode un peu plus sur l'idée de jeu de rôle, l'idée de jouer quelqu'un d'autre pour aussi se donner la permission et oser faire des choses un petit peu différentes. Et ensuite, on a des épisodes qui sont plus, par exemple, sur l'exploration de certains fantasmes. Et l'idée vraiment d'apporter de la nouveauté et le fait d'être guidé par la voix, ça permet vraiment de sortir du jugement, de sortir de la performance et de vraiment se donner la permission de faire des choses différentes, alors que quand on est en couple, parfois, depuis longtemps, on peut ne pas oser apporter de la nouveauté. Donc la voix, elle permet vraiment de faire ça. Donc incubé dans un premier temps par Station F au sein du programme Femtech. L'équipe est aujourd'hui soutenue par la région Île-de-France via l'accélérateur Wilco et par des business angels de la tech. Quels sont vos objectifs là prochains ? Alors là, on a lancé l'application en France il y a quelques mois. On a réussi à avoir déjà plus de 10 000 utilisateurs pour pouvoir vraiment avoir des learnings intéressants sur le sujet. Là, on se prépare à lancer l'application en anglais à partir du 2e trimestre de cette année. Il y a un énorme potentiel assez mondial, et notamment aux États-Unis, où le sujet du sexual wellness est vraiment en train de devenir très important. Donc là, objectif développement à l'international. Merci beaucoup, Lucie Breteau de Melba. Bon, ça nous montre à quel point le numérique vraiment vient s'immiscer partout, Jean-Baptiste. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter ce sujet de Saint-Valentin, mais on va parler ensemble de cette question de l'inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, c'est le sujet à la une de ce Tech Talk. Comment améliorer nos politiques publiques pour ne laisser personne à l'écart de ces transformations
des services publics, des démarches administratives, mais aussi du marché de l'emploi. On a un indicateur d'une fracture qui existe, qui est bien là à travers le tout récent baromètre du numérique publié et dévoilé par Bercy. Et puis, on sait aussi que l'inclusion, c'est l'un des 3 thèmes prioritaires du volet numérique du Conseil pour la refondation. Donc, on va explorer ce thème ensemble avec Jean-Baptiste Mananti. Bonjour à nouveau. Bonjour. Vous êtes en charge des relations avec les élus et les organisations territoriales au sein du secrétariat général du Conseil national du numérique. Je rappelle que le CNUM, c'est une commission consultative placée auprès du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Vous êtes aussi le copilote d'itinéraire numérique, qui est une démarche de stimulation du débat en local et qui a conduit le CNUM, le Conseil, à rencontrer les citoyens, les élus, les médiateurs aussi, les enseignants, les étudiants, les élèves à travers toute la France depuis l'été dernier. Et précédemment, vous étiez rapporteur pour le CNUM. Vous avez notamment piloté, je vais signaler celui-là, les travaux, la réflexion sur le numérique en santé et aussi sur celui relatif à la transformation de l'État. Nous avons également par Skype avec nous Garlane Nison, chef de projet, formatrice au sein de la coopérative d'activité d'emploi Prisme. Garlane, vous êtes une actrice de la médiation numérique depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui pour le compte du département de la Drôme où vous vous situez, je crois, aujourd'hui même. Et pour l'ANCT, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vous travaillez sur les sujets relatifs à la numérisation de la santé et au renforcement des modèles socio-économiques des structures de médiation. On va voir à quel point la médiation, c'est un point central dans cet objectif d'inclusion numérique. Et restez également avec nous autour de cette table, Lucie Brotteau, cofondatrice de Melba, parce qu'on a fait un clin d'œil ensemble à la Saint-Valentin avec votre application. Vous pouvez également participer, bien sûr, à la discussion. Garlane, on va peut-être commencer ensemble. Bonjour. Bonjour. Je citais le baromètre du numérique 2022 du ministère de l'Économie. Il révèle notamment que les inégalités en compétences numériques s'accentue et on lit que les Français, parmi les plus vulnérables, non diplômés et âgés de 70 ans et plus, sont une majorité à ne pas avoir l'impression de gagner en maîtrise depuis ces 2 dernières années. Ce qui laisserait entendre quand même que cette fracture numérique qui se creuse ne concerne finalement que des très seniors ou des personnes précaires. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain ? Alors absolument pas. Moi, il me semble justement que la fracture numérique, elle peut concerner tout le monde et qu'on a souvent tendance à avoir des clichés un petit peu qu'effectivement, c'est les seniors et les précaires qui maîtrisent pas le numérique. Or, on est tous potentiellement à un moment donné en risque de fracture numérique. Je m'explique. C'est quoi aujourd'hui être à l'aise avec le numérique quand on estimait avant le confinement qu'il y avait à peu près 13 millions de Français en difficulté avec le numérique, donc les chiffres de la NCT. Post-confinement, le Sénat a réétudié la question et est monté à 19 millions. Pourquoi ? Parce que ce qui semblait être des usages classiques avant le confinement était devenu, ce qui semblait être exceptionnel avant le confinement était devenu classique pendant le confinement. Et pareil au niveau du débit, ce qui nous semblait être suffisant, parce qu'éventuellement on allait sur Internet pour faire notre déclaration d'impôt, quand il a fallu avoir les enfants à l'école, à la maison et faire du télétravail, le débit était plus le bon. Moi, je m'interroge aussi sur quelle est la notion même de fragilité numérique. Aujourd'hui, est-ce que c'est essayer de se débrouiller, ce qui est déjà très bien, d'être autonome sur les usages, sur les déclarations d'impôts, sur toutes les démarches administratives et l'accès aux droits, ou est-ce que l'autonomie numérique, c'est aussi pouvoir décrypter un petit peu tout ce qui se trame autour de cette société de l'information, de la numérisation de la société, tous les enjeux qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûre qu'on ait toute la population, moins 13 ou 19 millions de Français, qui maîtrisent ce qu'est l'interopérabilité, la portabilité, la souveraineté, etc. Donc c'est des sujets qui sont tellement variés et divers qu'effectivement on peut se poser la question de quand est-ce qu'on est en fragilité numérique ou pas, et qu'on l'est potentiellement tous à un moment donné, je crois. Voilà, donc merci beaucoup. Donc on sort du cliché quand même sur cette fracture numérique. Aujourd'hui, l'accélération de toute la numérisation de la société et des services publics nous confronte tous à un moment ou à un autre à une fragilité, comme vous le signalez, Garlane. Jean-Baptiste, vous revenez d'une semaine de déplacement en région Grand Est pour itinéraire numérique dont j'ai parlé. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, sur le terrain en région ?
Déjà, il y a ce sujet, mais Garland en parlait, du fait que c'est pas juste une question de démarche ou de dématérialisation. Et vous le disiez, c'est vrai qu'on en a eu un bon exemple tout à l'heure, le numérique est partout dans nos vies, que ce soit au travail, que ce soit quand on s'occupe de sa santé, que ce soit au niveau de la culture, de l'éducation, voire même de l'intime. Et donc effectivement, qu'il y a ce besoin de pouvoir diffuser une culture numérique qui soit particulièrement large au sein de la société, qui ne soit pas juste la maîtrise des outils, mais la compréhension de tout ça. Et donc c'est ce qu'on essaye de porter aussi comme message, donc avec ces débats sous l'initiative Itinéraire numérique. La semaine dernière, on a beaucoup rencontré de jeunes publics, de collégiens, de lycéens, d'étudiants. On a beaucoup parlé d'un sujet qui est celui de l'économie de l'attention. Donc comprendre comment fonctionnent les modèles économiques des plateformes qui captent notre attention et en tirent une valeur marchande. Ce qui ressort de tout ça, et ça pourra faire le lien aussi avec le baromètre du numérique dont vous parliez, c'est qu'on se rend tous compte, jeunes comme moins jeunes, parce que c'est aussi des débats qu'on a eus avec des personnes plus âgées, qu'on a tous déjà été un jour happés, attrapés par ça. On aime bien poser cette question en arrivant, qui pense ici qu'il a déjà passé trop de temps sur un écran. Généralement, il y a une forêt de mains qui se lève, et quand on est avec des jeunes, on pose aussi la question qui pensent que ses parents passent parfois trop de temps sur des écrans. Et généralement, c'est la même forêt de mains qui se lève. Intéressant. Et donc ça prouve ce besoin aussi d'en parler, parce que généralement la question qu'on pose ensuite, c'est est-ce que vous en avez parlé avec eux, est-ce que vous en parlez entre vous? Et là les mains se baissent généralement, et on a des échanges différents sur le fait que c'est compliqué d'aborder ces sujets-là, et donc on a besoin d'être outillés pour comprendre toutes ces transformations, tous ces impacts sur le quotidien. C'est pas parce qu'on utilise qu'on maîtrise, hein. Donc effectivement la frontière est intéressante. On voit dans ce baromètre encore qu'on est tous hyper connectés, hein, y compris les plus de 70 ans. Enfin voilà, maintenant ça y est, on est équipé de smartphones sur lesquels on passe effectivement beaucoup de temps. Pourtant 54% des Français, donc plus de la moitié, hein, éprouvent au moins une difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne, et on est à plus 16 points par rapport à 2020, parce que c'est un baromètre qui est réalisé tous les 2 ans. Quelles sont vos explications à cette fracture numérique qui se creuse, Garland ? Je pense que quand on parle d'accès au droit, il y a plusieurs problématiques. Il y a déjà l'accès au numérique et la maîtrise du numérique, mais il y a aussi la compréhension du langage administratif et des rouages de l'administration française, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Après, il y a une problématique aussi, il y a de moins en moins de guichets. On a de moins en moins accès à une personne pour nous aider. C'est-à-dire que l'ordinateur, lui, c'est 0 ou c'est 1. Ça passe ou ça passe pas. Il connaît pas les situations un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc là, si on n'a pas une médiation humaine, eh ben, on tourne en rond et on ne s'en sort pas. Et un des problèmes, je pense, est là aussi, et même les professionnels, hein, les travailleurs sociaux nous le disent, on n'a plus aujourd'hui accès à un humain dans l'administration. On va avoir des numéros verts, on va avoir des répondeurs, des chatbots, etc. Mais quand on sort de la situation, j'allais dire classique et ordinaire, eh ben, on se retrouve en difficulté. J'aime souvent à dire l'anecdote, mais même l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est retrouvé en difficulté parce que sur un formulaire administratif, le formulaire avait décidé qu'un nom de famille ne pouvait pas contenir qu'une lettre. Donc là, c'est pareil, ça coince. Et l'ordinateur, il est comme ça, c'est oui ou c'est non. Et c'est souvent ça aussi la problématique, c'est qu'on a oublié qu'en parallèle de la dématérialisation, il fallait assurer un accompagnement humain pour justement ces situations difficiles. Est-ce qu'il y a d'importantes disparités en région, entre les régions en France ? J'ai pas de chiffres spécifiquement sur ce point-là, mais ce qu'on sait, c'est, enfin, vous parliez de publics particulièrement exposés. Alors c'est vrai, dans certaines zones peut-être plus rurales, il y a aussi des difficultés qui viennent s'ajouter en termes d'accès au numérique. Mais c'est peut-être la question de ces lieux dont parle Garland. Est-ce ces lieux de médiation, donc où on peut aller se référer à un humain finalement pour sortir d'une impasse numérique, est-ce que ces lieux on les trouve véritablement partout? Comment sont-ils déployés? Qui décide de la cartographie, je dirais, de la médiation numérique? Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent, hein. Il y a des dispositifs qui sont pilotés au niveau national, donc les fameux conseillers numériques France Service. Il y a des lieux qui s'appellent les maisons France Service. Il y a des programmes itinérants aussi, les bus France Service. Mais il y a aussi tout un réseau, un énorme réseau d'acteurs
de la médiation qui ne sont pas forcément liées à l'État, qui sont des structures locales, parfois associatives, parfois sous forme de tiers-lieux, et qu'on a eu beaucoup la chance de pouvoir rencontrer dans l'organisation de cette démarche et de ces débats, hein, puisque l'idée c'était vraiment de pouvoir s'appuyer et travailler avec ces structures qui rencontrent des publics éloignés ou non d'ailleurs du numérique quotidiennement. Et on ressent d'ailleurs quand on parle avec tous ces acteurs de terrain ce besoin de proximité. En fait, Ouais. il y a cette notion de dernier kilomètre qui revient souvent, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur des structures qui vont faire ça. Et je prends un exemple, mais de bus itinérants, par exemple, qui vont aller dans les zones les plus rurales pour vraiment raccrocher les wagons. Sur cette question des lieux de médiation, est-ce qu'il y a une forte disparité en région, Garlande-Nizon? Oui, je pense qu'il y a des régions qui historiquement se sont saisies de cette question-là un peu plus en avant que d'autres. Par exemple, il y a une longue histoire, notamment en Ardèche, sur la création de structures de médiation numérique. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est assez aussi ancien et l'arrivée des conseillers numériques France Service a permis effectivement à des territoires de se saisir de ces questions-là. Après, c'est compliqué parce qu'il y a eu une période où on considérait que les gens étaient équipés, savaient faire. Et puis il y a eu un point de bascule, à mon sens, ça a été la dématérialisation à 100% de l'inscription à Pôle emploi, où là, on s'est rendu compte que ça tombait pas vraiment sous le sens, hein. Tout le monde savait pas faire, tout le monde n'était pas équipé, il n'y avait pas forcément un débit suffisant partout. Donc on a remis en place des structures qui avaient été au préalablement fermées, pourquoi pas. Mais effectivement, vous avez une disparité assez forte sur le territoire que l'État essaie de combler avec les dispositifs CNFS, Établissement France Service et autres. Mais il y a des historiques qui sont très différents. Par exemple, en Drôme, là où je suis, c'est une politique qui est vraiment volontariste depuis plus de 15 ans, avec un soutien du département très fort aux structures, parce qu'il y a aussi une problématique de modèle économique, puisque il y a du renvoi vers, mais il n'y a pas forcément les financements qui vont avec pour pouvoir soutenir ces structures-là, avec des gens qui sont extrêmement polyvalents à l'intérieur, qui vont vous accompagner à la fois sur vos pratiques manipulatoires, l'accès aux droits ou les questions relatives à l'éducation, l'impact des réseaux sociaux, etc., etc. La recherche Avoir d'emploi. votre avis, parce qu'on parle de ces lieux de médiation avec le rôle de l'État pour impulser la création de ces tiers-lieux, mais les décisions qui se font au niveau des régions. Je voulais avoir votre regard sur les ateliers numériques de Google, parce qu'ils se déploient énormément. C'est une initiative privée qui vient d'un GAFAM. Est-ce que vous êtes plutôt à encourager justement ces initiatives, parce que ça vient en renfort au final de l'action de l'État et des politiques publiques, ou est-ce que vous dites attention, non, ça ne correspond pas au rôle que doit tenir un conseiller, quel est son officiel, un conseiller numérique France Service? Alors c'est une question qui est complexe. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a des acteurs privés, des grandes entreprises, donc vous avez cité Google, qui essayent de proposer des actions là-dessus. Mais ce qu'on essaie de porter aussi comme message, c'est vraiment qu'il y a tout un éventail d'acteurs différents, et donc il y a aussi des acteurs publics, parapublics, associatifs, tous les acteurs de l'éducation populaire aussi, et que il y a une mise en réseau, entre guillemets, importante de ces acteurs-là qui portent des solutions quotidiennes, qui portent des solutions qui sont axées sur, généralement, l'intérêt général et l'accompagnement des publics, et surtout qui sont des solutions de proximité. On insiste vraiment beaucoup sur cette notion. Donc vous nous dites c'est un maillage, tout ça finalement se complète, tous ces dispositifs. Garlande-Nizon, vous pouvez réagir aussi à cette question, mais j'en avais une autre également sur la question de la dématérialisation des services publics. Est-ce qu'il faut continuer au même rythme? Est-ce qu'on peut accélérer ou est-ce qu'il faut freiner? Alors, je vais du coup répondre aux deux questions, si vous le permettez. Moi, il me semble que si on demande à Google d'assurer l'accès aux droits des citoyens, on aura loupé quelque chose. Est-ce que Google est le mieux placé, ou n'importe quel autre GAFAM, en ce qui concerne la neutralité vis-à-vis des outils ou la protection des données personnelles? J'ai quelques doutes. Maintenant, effectivement, s'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, mais ce serait bien que ce ne soit pas au détriment des acteurs existants.
Par rapport à la dématérialisation, pour moi, il me semble que la question n'est pas la dématérialisation en tant que telle, c'est quel accompagnement on propose aux usagers, comment on les aide à justement s'approprier ces outils, alors les outils de base et les outils d'accès au droit, et comment est-ce qu'on réfléchit aussi à ne pas, on va dire, rendre en PDF ce qui était en formulaire papier. C'est comment on essaie d'être plus efficace et d'éviter d'avoir à ressaisir en permanence des outils, et surtout comment est-ce qu'on assure un plan B, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, il y a la question de l'illettrisme, hein, c'est 7% en France, il y a la question des gens qui ne maîtrisent pas la langue, et on les fait perdre en autonomie. Donc il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on trouve un plan B, quoi. Quelle est la vision du CNUM sur ce sujet de l'inclusion numérique par rapport à l'accélération de la digitalisation de nos services publics? Bah, le terme d'accélération, c'est le bon, parce que tout ça est allé effectivement très vite. On peut tirer une analogie avec l'écriture. Par exemple, l'écriture a été inventée il y a des millénaires. On a des siècles de politiques publiques qui vont être liés à sa diffusion. Et pourtant, on a aujourd'hui toujours une part de la population qui est en situation d'illettrisme. Et pour le numérique, on a une révolution d'une ampleur phénoménale. On l'a vu, ça touche tous les pans de la vie. Et c'est des technologies qui n'ont entre guillemets que quelques décennies. Donc évidemment, on est allé très vite là-dessus et on a besoin de ce temps d'adaptation. Il faut freiner, il faut ralentir un peu sur la digitalisation des démarches administratives, par exemple? Je sais pas si le sujet c'est de freiner. Il y a un sujet d'accompagnement. Vous avez un thème, un mot qui revient souvent dans les échanges qu'on a avec des citoyens dans le cadre d'itinéraires numériques qui nous parlent de ces sujets-là, de la dématérialisation. C'est est-ce qu'on a encore le choix? On a plusieurs fois eu ces questions-là qui nous ont été posées par des citoyens, et c'est une question qu'on se pose effectivement encore aujourd'hui. Donc peut-être l'idée de garder le choix, en tout cas de garder cette médiation humaine. Une réaction, Lucie Breteau? Oui, ce que je veux dire, c'est que le sujet spécifique de la numérisation des services publics, il touche en fait tout le monde, parce qu'on a beau être totalement à l'aise avec tout un tas de sujets dans le numérique. Quand on parle notamment, je sais pas, de Pôle emploi, on peut avoir ce stress de la partie publique, d'avoir peur de se tromper. Donc je pense que ça va au-delà de est-ce que j'ai accès ou non à Internet, à un téléphone, est-ce que je m'y connais. C'est quand on parle de service public, on peut avoir un stress supplémentaire de... Les démarches, ça peut faire peur, absolument. Et c'est là où, oui, effectivement, donc cette fracture numérique, en fait, elle n'existe que virtuellement en termes de type de population. Hein. Tout le monde, aujourd'hui, est concerné par ces questions. Garland, on va juste terminer pour une dernière question pour vous. Je voulais vous demander quels étaient les premiers enseignements, peut-être que vous pouvez tirer déjà de votre étude sur les modèles économiques des structures d'accompagnement des publics au numérique. Alors pour la question des modèles économiques, s'il n'y a pas un financement, aujourd'hui vous avez 2 types de structures, hein. En gros, celles qui sont à 50% financées par le privé et par le public, et sinon c'est celles qui sont financées à, on va dire, 95% par le public. Aujourd'hui, on a un vrai problème de stabilisation de ces structures, et surtout des emplois et donc des compétences. Vous avez souvent des structures qui ont des difficultés financières et qui ne fonctionnent souvent par des appels à projets, donc avec une visibilité très courte, avec des questions de trésorerie qui sont très difficiles, et donc qui ont du mal à signer autre chose que des contrats parfois précaires. Et donc on a besoin de stabiliser les compétences, parce qu'un médiateur numérique, il va être compétent en technique, en pédagogie, en service public, en éducation, il va être extrêmement compétent, et pour pouvoir asseoir ces compétences-là, il faut du temps. Donc il faut que les structures puissent voir sur le long terme. Donc moi j'appelle de mes vœux qu'on sorte un petit peu de l'idée d'appel à projet, qu'on soit plus dans une vision sur le long terme, avec des conventions d'objectifs et de gestion, pourquoi pas, avec des appels à commun, pour essayer de ne pas mettre les structures les unes en concurrence par rapport aux autres, parce que quand il y a un appel à projet, il y a une enveloppe qui de toute façon est finie à un moment donné, donc il y a des concurrences sur les territoires, alors qu'il y a un tel chantier, vu l'ampleur du chantier, il y a de la place pour tout le monde, il me semble. Donc il y a une vraie difficulté financière de ces structures. Il faut aussi arriver à mettre autour de la table des acteurs plutôt privés qui bénéficient indirectement des actions de médiation numérique. Je pense par exemple à tous ces services qui sont dématérialisés, qui ne relèvent pas du service public, mais je pense aux mutuelles, aux assurances, etc., qui indirectement bénéficient de l'action de la médiation numérique. Si quelqu'un ne sait pas faire sa démarche, effectivement, c'est un problème. Donc il va se tourner
l'effet guichet, là où il y a de la lumière, et c'est souvent dans la structure de médiation numérique qu'il va trouver sur son chemin. Donc, il va falloir que tout le monde prenne sa part aussi. Si on dématérialise, et on ne peut pas y avoir de dématérialisation sans accompagnement, et donc financier. Et donc financier, et bon, ça pose toujours la question de la manière dont on utilise les enveloppes de l'État. Peut-être juste un dernier mot sur donc ce Conseil national de la refondation qui a fait de l'inclusion l'un de ses 3 thèmes prioritaires. Si vous deviez avoir une phrase pour nous dire sur quoi il faut absolument avancer, Jean-Baptiste. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais les travaux sont encore en cours, hein, donc dans le cadre de ce CNR qui est porté donc par l'ANCT, l'Agence de cohésion des territoires, et la MEDNUM, et donc dont les conclusions seront rendues au printemps. Donc on en saura plus à ce moment-là. Donc bon, vous ne voulez pas partager avec nous une petite piste, c'est pas grave, on vous réinvitera plus tard dans ce cas. Merci beaucoup à Garland Nison qui était avec nous, connectée depuis la Drôme, consultante en inclusion numérique. Merci à Jean-Baptiste Mananti, Conseil national du numérique, qui reste avec nous en plateau, et Lucie Breteau de Melba. Merci. À suivre tout de suite, on va parler de la matérialité de la donnée. Comment répondre à cet enjeu de sobriété numérique ? C'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi en plateau, Jean-Baptiste Mananti, responsable des relations avec les organisations territoriales au Conseil national du numérique. On a parlé ensemble de l'inclusion numérique. On va y revenir un petit peu à la fin de l'émission, mais pour l'instant, c'est le moment de notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois. Bonjour. Mathieu Bourgeois, avocat à la Cour, associé chez Kleinwener, en charge de la pratique du droit de l'immatériel et du numérique, et membre fondateur et vice-président du Cercle de la Donnée. Alors Mathieu, la dernière fois que vous êtes venu, on a commencé à discuter ensemble des travaux du Cercle de la Donnée sur cette question de la matérialité de la donnée. Je propose qu'on continue notre discussion et qu'on revienne peut-être là sur le point de départ, cette empreinte matérielle de la donnée qui est devenue une des grandes préoccupations de notre siècle. C'est quand même une vieille histoire. Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'est une vieille histoire, et peut-être commençons par rappeler ce que c'est qu'une donnée. Alors, une donnée, c'est, comme son nom l'indique, c'est ce qui est donné. C'est la représentation du réel qui peut circuler. Alors, 2 exemples. La chaleur, vous voyez, c'est un événement physique. Eh bien, ça va être capté par un capteur sensoriel sur l'épiderme d'un être vivant, et ça va être transmis à son cerveau. Donc, on voit bien là que c'est une donnée, c'est-à-dire la sensation de chaleur est transmise au cerveau sous une forme biologique par le réseau nerveux qui n'est ni plus ni moins qu'un réseau de données. Deuxième exemple, vous voyez, un cerf, par exemple, qui a pour besoin de marquer son territoire ou de s'accoupler, va exprimer un son puissant qui s'appelle le brame. Il va bramer, et donc il va être entendu par ses congénères, et là encore, il va exprimer une donnée, là en l'occurrence auditive, qui va être perçu par ses congénères comme tel. Et puis terminons pour dire que nous sommes tous constitués d'un patrimoine génétique qui n'est ni plus ni moins qu'une gigantesque base de données. Donc c'est une très vieille histoire, la donnée c'est aussi vieux que la vie sur Terre. Alors l'empreinte de la donnée, puisque vous me parlez de la donnée mais de son empreinte, rappelons simplement que l'empreinte c'est l'impact de la donnée sur la nature et sur une population d'êtres vivants. Donc quand on parle aujourd'hui de l'empreinte de la donnée qui est devenue une préoccupation, on parle de ses conséquences sur les ressources naturelles et sur la santé humaine, physique d'ailleurs, et aussi psychique. Alors, on peut distinguer 2 grandes périodes. En tout cas, c'est ce que le Cercle de la Donnée fait dans l'étude qui est en cours de rédaction. Alors, première grande période, c'est avant l'apparition de la technique. Alors la technique, on l'entend au sens ellulien. Vous savez, Jacques Ellul, ce grand sociologue qui a été un peu visionnaire sur les impacts environnementaux de la technique. La technique, c'est l'ensemble des outils et des procédés que l'être humain a inventés pour satisfaire ses besoins. Alors avant l'apparition de ces outils, avant l'ère technique, l'ère de l'outil, il y a eu l'ère de la nature pure, et ça a duré des millions d'années. L'être humain a pendant des millions d'années vécu sans outils. Et bien avant cela, on peut dire que la donnée, sous la forme qu'on vient de la rappeler, était équilibrée, premièrement. Son empreinte était équilibrée parce qu'elle était proportionnelle à la population des êtres vivants sur Terre. Deuxièmement, elle était faible, cette empreinte, parce qu'elle était proportionnée aux capacités de l'être vivant. Et surtout, elle était régulée par des mécanismes d'alerte, tels que la fatigue, et de purge, tels que l'oubli. Un être vivant ne peut pas produire sans discontinuer des données. Au bout d'un moment, il est fatigué, il s'endort et il oublie. Et puis il meurt surtout. Et puis la dernière, justement, caractéristique, c'est que cette donnée, elle a une fin. C'est-à-dire que dans le cycle naturel, les êtres vivants naissent, vivent et meurent. Et lorsqu'il meurt, la nature recycle infailliblement les fruits de sa production, puisque, vous le savez, les charognards sont là notamment pour recycler complètement, en fait, tous les fruits du vivant. Alors ça, c'était avant.
Et le problème, c'est que, le sujet du jour en tout cas, c'est que après, il y a eu l'apparition de la technique, et en particulier l'être humain a cette caractéristique qui est qu'il a voulu, pour satisfaire ses besoins, fabriquer des outils. Alors parmi ces besoins, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la communication. Donc pour communiquer, l'être humain a inventé le dessin, a inventé le langage, l'écriture, et puis il a trouvé des supports pour exprimer tout cela. Alors la paroi des cavernes, bien sûr, les grottes de Lascaux, vous savez, même il y a des dessins bien plus anciens, 40 000, 50 000 ans avant Jésus-Christ, et puis l'écriture, et puis l'imprimerie, et puis surtout les supports sont devenus de plus en plus techniques. Il y a eu l'apparition de la radio, de la vidéo, et tout ça, ça a créé une empreinte qui clairement n'avait plus de rapport avec celle naturelle, puisque là, pour le coup, la donnée persistait et la donnée polluait d'une certaine manière. Il y avait des déchets, évidemment. Mais ces déchets restaient dans une proportion qui était relativement acceptable, parce que les producteurs de données jusqu'au XXe siècle étaient faibles. Les imprimeurs n'étaient pas légion. Ceux qui consommaient la donnée n'étaient pas légion non plus. Tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. Et encore une fois, acheter un livre, on ne le faisait pas tous les jours. Tout le monde n'était pas producteur et consommateur de données en même temps. La donne a changé avec l'avènement du numérique au tournant de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous le savez, la donnée numérique, ça a été en fait le grand changement. On a mis sous format binaire la représentation du réel, et ça a permis une rapidité de circulation et une facilité de stockage. Et cette informatique s'est propagée dans les années 60, 50, 60, 70 à travers l'armée, les États, les entreprises, et puis dans les années 90, 2000 auprès des entreprises et des particuliers. Et puis surtout, c'est la grande nouveauté des années 2010 et 2020, maintenant ce sont les objets eux-mêmes qui s'équipent en production de données. On parle d'objets connectés. Et donc tout cela, pour terminer sur ce propos, eh bien, ça a fait ressortir les singularités de la donnée numérique, qui sont deux, au nombre de deux. Premièrement, la facilité de réplication, et deuxièmement, la persistance. Vous savez, la donnée numérique, à la différence des données non numériques, elle se consomme sans se détruire. En fait, je peux vous transmettre ma donnée, je l'ai encore. Vous savez, c'est le caractère non rival. Finalement, c'est le succès planétaire, du copier-coller, et pas du couper-coller. Donc on duplique la donnée sans cesse. Et puis elle persiste, puisque à la différence du monde naturel, l'homme n'a pas pensé, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va falloir qu'il fasse maintenant, à tuer la donnée. C'est-à-dire que la donnée ne meurt pas en fait. La donnée vit éternellement presque, enfin tant que le support vit. Ce qui est un problème, puisque ça entre évidemment en conflit avec le caractère fini des ressources naturelles. Bon, on comprend bien de toute façon qu'on ne va pas pouvoir continuer encore 20 ans comme ça. Quelles sont, selon vous, les pistes à explorer pour être davantage sobre ? Est-ce qu'un usage plus pertinent aujourd'hui de la donnée pourrait être une solution à la fois pour mieux nous administrer, ce qui fait écho à notre conversation précédente, mais aussi moins gaspiller et faire face à ce défi environnemental ? Alors, avant effectivement d'évoquer cette piste que vous esquissez de la sobriété et du numérique responsable, en tout cas c'est une piste qui est évoquée de plus en plus aujourd'hui, rappelons, comme vous venez de le faire, mais peut-être en détail, l'ambivalence de la donnée. La donnée, c'est à la fois le problème et la solution. C'est un problème, on vient de le voir, parce qu'un usage immodéré, parfois même insensé de la donnée n'est pas tenable, clairement n'est pas tenable en termes énergétiques, en termes de fatigue, parce que je n'ai pas évoqué les conséquences sur la fatigue, sur l'addiction, sur le sommeil. Il y a des conséquences qui sont maintenant mesurées par les professionnels de santé, donc ça n'est pas tenable. Mais d'un autre côté, il est clair que la donnée peut être aussi en partie la solution, parce que mesurer effectivement l'empreinte de l'activité humaine, mieux nous administrer à grande échelle, la donnée est clé en fait. Il va falloir, on va avoir besoin de toute façon de la donnée. Donc elle est ambivalente. Et donc en réalité, la piste vers laquelle il faut se tourner, c'est considérer la donnée comme une ressource à gérer de manière durable et responsable. Il faut infléchir la tendance du big data pour aller peut-être vers ce que déjà depuis plusieurs années on appelait le smart data, donc utiliser correctement la donnée. Et là-dessus, vous voyez, je voudrais profiter de cette antenne pour simplement attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que ce sujet-là, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Vous voyez, on a beaucoup parlé de la 5G, en expliquant que si on n'y allait pas, on allait retourner au Moyen-Âge. Il faut mettre dans le débat, je ne dis pas qu'il faut forcément ne pas y aller, mais il faut vraiment mettre dans le débat de la 5G et de tous ces sujets technologiques l'usage qu'on en fait. Parce qu'en fait, la 5G n'est ni bonne ni mauvaise, mais par contre, si elle aboutit à une explosion du volume de données, parce que clairement c'est ce qui est tout à fait possible, à une explosion de la consommation de données, alors c'est peut-être funeste. Donc c'est un parent pauvre des politiques publiques, cette réflexion sur l'usage de la donnée, et je pense qu'il y a deux grandes choses sur lesquelles les pouvoirs publics et les citoyens doivent réfléchir, c'est la gratuité. Il faut peut-être revenir sur la gratuité de l'usage de la donnée, parce que c'est peut-être un des nœuds du problème. Et deuxièmement, il faut peut-être instaurer des vacances numériques, ou en tout cas une déconnexion, une véritable déconnexion. Alors, par des normes ou des lois, c'est
pourquoi pas, mais peut-être et avant tout par une conscience citoyenne. En fait, il faut en finir avec l'indifférence citoyenne sur ce sujet. Et pour terminer sur la question que vous me posiez, c'est-à-dire la piste à explorer, moi je crois à titre personnel que c'est la sobriété et le numérique responsable, la piste à explorer. L'idée c'est qu'il vaut mieux choisir que subir. De toute façon la sobriété, on va devoir s'y mettre. Donc moi personnellement je préfère l'anticiper et la choisir. Et un peu à l'image, vous voyez, d'une route qui serait encombrée, on a aménagé depuis longtemps une voie de secours pour les véhicules d'urgence, d'accord, depuis longtemps. Ouais. Il n'est pas question que des embouteillages empêchent quelqu'un d'arriver à l'hôpital à temps. Eh bien je crois que pour le numérique, il est temps d'avoir cette réflexion. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que parce que des gens utilisent sans discontinuer de manière immodérée des jeux vidéo, moi, je ne peux plus, utiliser le numérique pour des usages essentiels. Ah, vous revenez sur la neutralité du net, là, Mathieu Bourgeois. Il va peut-être falloir réfléchir. La neutralité du net, le problème, c'est que c'est vrai qu'à mettre tous sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire des usages qui sont essentiels et des usages qui sont inessentiels, on va peut-être avoir un problème de bande passante. Eh bien, de toute façon, ça, ce sera un sujet de débat dans Smart Tech, bien évidemment. Merci beaucoup, Maître Bourgeois du Cercle de la Donnée, pour vos réflexions régulières sur l'impact de la donnée dans notre société. Et on reste ensemble avec Jean-Baptiste Mananti pour notre prochain sujet. C'est notre regard sur où va le web. Alors à Séoul, on a décidé en Corée du Sud de s'intéresser au métavers, mais de s'y intéresser pour les démarches administratives. C'est Eva qui nous explique ça. La capitale sud-coréenne, Séoul, lance son métavers. C'est la première grande ville au monde à le faire. Son nom, Métaverse Séoul, et son ambition, offrir un service public d'un tout nouveau genre. Les habitants pourront d'ici peu y effectuer toutes leurs démarches administratives. Oui, là-bas aussi, refaire ses papiers s'apparente parfois à un parcours du combattant. C'est pour ça que la première phase du métavers, c'est de créer un lieu de communication entre les agents municipaux et les administrés, les deux sous forme d'avatar, évidemment. Les habitants pourront refaire leurs papiers, déposer certaines plaintes ou poser tout simplement toutes leurs questions sur leur déclaration d'impôt. Deuxième étape, faire de ce métavers un univers inclusif, le rendre accessible aux personnes âgées. La municipalité veut aussi développer des services pour les plus vulnérables socialement, comme se servir de la réalité virtuelle, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. À terme, ce sont tous les domaines de son administration que la ville veut rendre compatibles avec le métavers, la culture, le tourisme, l'éducation et les services civiques. Les principaux festivals de Séoul se dérouleront également dans le métavers. Les touristes pourront même visiter les principales attractions de la ville. La première phase de Métavers Séoul aurait coûté environ 1,6 million de dollars à la capitale sud-coréenne, mais rien n'est trop cher lorsqu'on veut faire de Séoul une ville émotionnelle du futur, comme l'a affirmé le maire. Une réaction, Jean-Baptiste Mananti ? Oui, bah, sur le principe, pourquoi pas. Il y a un sujet, c'est que c'est indéniable que le numérique, la dématérialisation des démarches, pour certaines personnes, facilite les choses, et ça a été dit. Le sujet, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'assurer que pour les personnes qui ont des difficultés, on garde un lien humain et un véritable contact pour pouvoir être accompagné. Donc le métavers, oui, mais avec des lieux de médiation où on trouve des contacts humains pour s'en sortir parfois face au mur numérique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Mananti, responsable des relations avec les organisations territoriales du Conseil national du numérique, de nous avoir aidé à travailler cette question des politiques publiques sur l'inclusion numérique. Merci Mathieu Bourgeois, avocat, vice-président du Cercle de la Donnée, pour vos réflexions sur la sobriété numérique. On se retrouve évidemment dès demain. Les discussions sur la tech, ça continue sur Bismart dès demain matin.